Messieurs et mesdames, bonjour. Alors je vais me présenter rapidement, je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Donc j'ai fait 3 vidéos en tout cette semaine, il y en a une un petit peu dynamique, parce que voilà, il y avait quelques petits soucis et j'ai remis un petit peu, bon, Irina, elle n'a pas trop aimé, mais bon, à un moment donné, voilà. Vous me connaissez maintenant, donc je suis assez, vous savez que je suis assez... Donc moi, je fais pas des grandes phrases, voilà, je suis pas le philosophe de YouTube, donc je vous fais pas des, voilà, des belles phrases très, très chic, non, moi voilà, on trompe mal, donc on va pas non plus faire, voilà, on est d'accord. Donc moi, je vous apporte et puis de toute façon, si on part en Ukraine, c'est que, voilà, les femmes ukrainiennes, j'aime bien les hommes virils. Donc, comme vous, messieurs, qui êtes sur la communauté, d'ailleurs, je salue la communauté, et puis on sait que, voilà, sur la communauté, on retrouve des vrais hommes. Donc, non, puis on ne chute pas devant la vidéo, devant la caméra, tout ça, on pleurniche pas, non, ça, en plus, elles n'aiment pas. Les femmes ukrainiennes n'aiment pas du tout. Donc, la communauté, vous m'avez demandé deux vidéos, et j'ai fait ces 2 vidéos cette semaine. Donc, Nepropetrov, par contre, petit rappel quand même, je vous rappelle que pour aller sur la communauté, vous flashez un code qui est sur mon site et sur le site d'Irina. On est bien d'accord, monsieur. Donc, ensuite, vous avez également Nepropetrov au mois d'août. Vous voulez des réponses? Vous voulez un coaching? Je sais que vous êtes certains, vous connaissez l'Ukraine, mais d'autres n'ont jamais été en Ukraine. Et je sais que ça vous stresse, je sais que vous restez un peu sur le quai de la gare, à regarder certaines vidéos, les miennes, Monsieur Hong Kong, à vous poser des questions, à essayer de trouver des réponses à vos questions, à vos incertitudes, en regardant ces vidéos. Mais je sais aussi que vous êtes... La plupart, vous avez réussi votre vie professionnelle. Alors, messieurs, juste une question. Messieurs, est-ce que quand vous avez réussi votre vie professionnelle, est-ce que vous avez attendu patiemment que ça arrive, voilà, ou est-ce que vous avez montré que vous en vouliez et vous êtes allé de l'avant? Eh bien, pour trouver une femme en Ukraine, en Biélorussie, en Russie, c'est pareil. Elle ne viendra pas vous chercher chez vous, dans votre canapé, en train de regarder la télé. Non, ou au travail, ou en France. Non, elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas, messieurs. C'est comme votre job. Il faut aller de l'avant, messieurs, pour réussir dans votre job, dans votre vie professionnelle, ce que vous avez fait. Et bien, dans votre vie sentimentale, et ben, faut faire la même chose, messieurs. Il faut aller de l'avant. Alors pourquoi être, être dynamique pour la profession et pourquoi ne pas l'être dans votre vie personnelle et de cœur? C'est pareil, quand on veut quelque chose, quand on veut quelqu'un, quand on veut un avenir pour professionnel ou sentimental, on fonce, bien sûr, avec en ayant réfléchi, mais la réflexion c'est pas 2 ans, c'est quelques temps, et après qu'on a pesé le pour et le contre, qu'on a bien compris les obligations par rapport à cette dame que vous allez rencontrer, également les obligations, les difficultés, parce qu'il y a quelques difficultés, parce qu'il va falloir vous déplacer, mais quand vous avez compris tout ça, il faut aller de l'avant, messieurs. Et il y a encore... je sais, le voyage de groupe, on s'y est pris un peu tard, vous aviez déjà préparé, voilà, vos vacances, et au mois de septembre, vous êtes un petit peu court au niveau des vacances. Oui, j'ai bien compris, messieurs, j'ai très bien compris, mais il y a le mois de décembre. Alors, là dans 9 jours, c'est fini, les inscriptions pour septembre, c'est fini, mais pensez quand même que pour le mois de décembre, Tchernovtsi. Ah oui, Tchernovtsi, c'est le mois de décembre, là, je pense que vous avez encore une petite semaine. Une semaine, un petit peu plus. Allez, 15 jours. 15 jours, ça vous fait voyage de Tchernovtsi, puis pour vos fêtes de fin d'année avec famille. Quoi demander de plus?
Bon, allez, on y va, on est parti, on part à Minsk. Allez, c'est parti. Alors, la ville de Minsk a apparu il y a environ 900 ans au confluent des rivières Slivoch et Neminga. Dans les annales, il s'appelait aussi Menensk. Mensk, l'origine de ce nom, a plusieurs versions, dont l'une est associée au guerrier hippique Menensk. Une brève histoire de la création de Minsk peut commencer par la première mention dans les annales de Minsk remontant à 1067. Une bataille a lieu sur la rivière Neminga qui est également décrite dans la bataille de Lay of Igor, à la suite de laquelle Minsk a été défait et les habitants ont été faits prisonniers. Les guerres princières internes ont effacé à maintes reprises Minsk de la surface de la terre, mais celle-ci, à l'instar de l'oiseau phénix, a été ravivée. Jusqu'au XIIIe siècle, la ville fut l'objet d'un différend entre les princes. Oui, ils étaient en train de se battre pour, bien sûr, hein, quand il y a ça, donc tout le monde se bat. Donc au début du XIVe siècle, la principauté de Minsk est devenue une partie du Grand-Duché de Lituanie, et en 1569, elle a fusionné avec le royaume de Pologne pour former un État fédéral du Commonwealth polono-lituanien. Pendant plusieurs siècles, les terres de Minsk ont bénéficié d'un répit paisible. Minsk a activement grandi et s'est développé. Et au milieu du XVIIe siècle, il est devenu un important centre économique et culturel du Commonwealth. Peu à peu, l'orthodoxie cède la place au catholicisme, la noblesse biélorusse mélangée aux Polonais. La guerre russo-polonaise de 1654 à 1660. Non, excusez-moi, on recommence. La guerre russo-polonaise de 1654 à 1667 a rompu la paix séculaire. Minsk a donc été à nouveau complètement détruite. À la suite de la guerre du Nord, la ville fut capturée en 1708 par les Suédois, puis en 1709 par les troupes russes. La destruction a affecté l'économie, une période de déclin économique a commencé, la ville a cessé d'être importante, Ars vers Pospolita. Depuis 1793, à la suite de la division du Commonwealth, Minsk est devenue une partie de l'Empire russe en tant que capitale de la province de Minsk. Une nouvelle phase de développement a commencé. La population a augmenté, la ville a été construite, les rues pavées, le premier parc public, la bibliothèque, le théâtre ont été ouverts. Le premier journal imprimé a été publié, la construction des maisons à 2 et 3 étages ont été construites. La ligne de chemin de fer Moscou-Varsovie passait par Minsk, ce qui donnait un nouvel élan au développement de la ville. Apparut plomberie, téléphone, électricité. Dans la ville, il y avait 23 établissements d'enseignement. En 1912, la population de Minsk était déjà de 100 000 personnes, contre 3 000 en 1709. En 1919, la République socialiste soviétique de Biélorussie a été formée, dont la capitale était Minsk, avant le début de la Grande Guerre patriotique. Minsk se développait activement, sciences, éducation, industrie, transport, agriculture. Minsk est en train de devenir un centre économique important du pays. Pendant la guerre de 41 à 45, oui, parce que ça a commencé en 41. Oui, pourquoi? Je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. Minsk a été complètement détruite après la guerre. La ville a été restaurée le plus tôt possible. Minsk est devenu un centre économique et culturel et devenu encore plus belle. Oui, alors pourquoi 41-45? Parce qu'il faut savoir que M. Staline fricotait avec Hitler au début de la guerre. Et c'est grâce à M. Staline que Hitler a été aussi rapide sur sa traversée de l'Europe. Oui, tout à fait, parce qu'il lui fournissait aide, il lui fournissait véhicules, manger, etc. Tout ce qui était fait pour qu'il aille le plus vite possible pour qu'il puisse développer voilà, sur l'Europe entière sa guerre et puis qu'il puisse prendre rapidement certains pays. Donc oui, Staline a été d'une grande aide pour Hitler pendant le début
de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, à un moment donné, ben, malheureusement pour ce bon Staline, Hitler l'a trahi. Donc il a voulu également prendre la Russie. Donc il faut bien comprendre que Leningrad a été une catastrophe, hein, parce que Staline a sacrifié son peuple. Hein, la famine, ce fut une catastrophe pour cette ville. Je ne vous raconterai pas les horreurs qui ont été, voilà, qui étaient par rapport à ce blocage, à ce blocus, hein, de Leningrad. Ça a été horrible. Stalingrad a été pris aussi et des milliers d'Ukrainiens ont été sont morts sous les balles des mitrailleuses. Alors oui, on pourrait dire oui, c'était les Allemands. Oui, mais il faut bien comprendre une chose. Je vais vous expliquer un peu la pratique de Staline. Alors vous aviez les mitraillettes russes, vous avez les mitraillettes allemandes et vous aviez les Ukrainiens en plein milieu. Alors s'ils avançaient, ils étaient fauchés par les mitrailleuses allemandes. Et s'ils reculaient, parce que voilà, hein, quand vous prenez des bastos en pleine tronche, ça fait pas du bien. Donc ils reculaient, et quand ils reculaient trop, eh ben, les Russes tiraient. Voilà, pour pas qu'ils reculent. Donc ces pauvres Ukrainiens sont morts par milliers pour récupérer la ville de Stalingrad. Donc Leningrad, Stalingrad, voilà, Monsieur Staline pour sa grandeur, hein, que voilà, au lieu de défendre tout de suite, après c'est mon avis personnel, hein, c'est au lieu d'être avec l'Europe tout de suite, eh bien il a voulu jouer, il a voulu récupérer une certaine partie de l'Europe, ce qu'il a fait ensuite par rapport après sur la Seconde Guerre mondiale. Mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, il s'était coquiné avec Hitler et il l'a beaucoup aidé. Hein, et puis il s'est retrouvé le bec dans l'huile parce que Hitler a essayé aussi de prendre la Russie. Il faut savoir aussi que si lors de l'arrivée des Allemands en Ukraine, oui ça fait polémique, parce qu'ils disent que les Ukrainiens les ont aidés. Oui, parce qu'il faut savoir que ce bon Staline les pressait comme des citrons. D'ailleurs, le premier génocide a été perpétré par Staline en Ukraine. Oui, oui, c'est pas Hitler, c'est le premier, ce bon Staline qui a fait mourir de faim l'Ukraine, les Ukrainiens. Donc il faut connaître un peu l'histoire entre ces deux pays pour comprendre que ben, certaines personnes ont un peu la dent dure par rapport à M. Staline. D'ailleurs, si on lit un peu l'histoire aussi avec la Pologne et puis Staline, on comprend aussi pourquoi les Polonais, certains Polonais ont aussi là, parce qu'il n'a pas fait que des bonnes choses non plus pour ces pauvres Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, ce bon Staline. Donc voilà, il faut remettre un peu les choses en place. Donc c'est pour cette raison que la guerre a commencé pour eux en 1941. Donc on va continuer. Alors 1945, la Biélorussie a été admise par les membres fondateurs des Nations Unies. Il faut savoir attendez, je vais continuer et puis je vous expliquerai après. En avril 1986, un accident s'est produit à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Jusqu'à 70% des retombées des radioactifs sont tombées sur le territoire de la Biélorussie. Il faut savoir que l'accident de Tchernobyl est dû à un ingénieur qui a excusez-moi du terme, qui a merdé et qui a fait des âneries, et c'est pour ça que la catastrophe de Tchernobyl est due à un ingénieur qui n'a pas bien fait son boulot. Oui, oui, oui messieurs. Donc, alors attendez, indépendance. En 91, à la suite de l'accord Belovechi, l'URSS a cessé d'exister, la Biélorussie a été proclamée État indépendant. La communauté des États indépendants, CEI, a été créée. En 1992, la Biélorussie a créé sa propre unité monétaire, remplaçant le rouble soviétique. En 1994, la constitution de la République du Bélarus a été adoptée. En 1994, le Bélarus a accueilli l'élection du tout premier président de la République du Bélarus, de l'histoire d'un État indépendant. Il a été élu Alexandre Loukachenko. En 1997, un accord a été signé entre l'Union de la République de Biélorussie et la Fédération de Russie. En 1999, l'État de l'Union des deux pays a été créé. Oui, seulement aujourd'hui, eh bien, la Biélorussie, depuis quelque temps, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est depuis qu'il y a eu des troubles dans le Donbass, et
je ne sais pas si vous avez vu, mais les Allemands, les Français se sont déplacés en Biélorussie pour essayer de signer des accords, etc., pour calmer la situation avec les Russes, les Ukrainiens, etc. Donc si vous avez suivi un peu les actualités, il faut savoir que le président, Alexandre Loukachenko, essaye de se rapprocher de plus en plus avec, euh, avec l'Europe. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la Russie a fermé pratiquement toutes ses portes. C'est très compliqué aujourd'hui d'aller en Russie. Les ONG ont été étrangers, ont été virés de la Russie. Donc il faut savoir qu'il essaye de fermer un maximum le pays pour qu'il y ait de moins en moins d'informations qui viennent de l'Europe. Voilà, il faut bien comprendre que M. Poutine veut un maximum gérer l'info et gérer voilà, ses campagnes pour certaines guerres, pour certaines voilà, pour ces guerres patriotiques. Donc il faut bien comprendre que la Biélorussie était un grand ami de la Russie, mais là, depuis quelques mois, depuis quelques années, oui, depuis un ou 2 ans, eh bien, M. Alexandre Loukachenko essaye de se rapprocher. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment il le fait par rapport à l'Europe, parce que justement, Poutine, il faut payer, il faut avoir une lettre d'invitation pour aller en Russie. Ça devient très très compliqué pour aller en Russie. Et que la Biélorussie est en train de faire marche arrière et de faciliter l'entrée des Européens en Biélorussie. Donc je vais vous expliquer ça ensuite. Alors en 97, un accord Biélorussie et la Fédération de Russie était créée. En 2001, Alexandre Loukachenko a été réélu président de la République du Bélarus pour un second mandat. Je pense qu'il est à vie. Je pense qu'il est à vie. En 2006, Alexandre Loukachenko a été élu président de la République de Biélorussie pour la 3e fois. Le nouveau bâtiment de la Bibliothèque nationale de la République du Bélarus a ouvert ses portes. Excusez-moi. En 2010, Alexandre Loukachenko a été élu président de la République de Biélorussie pour un 4e mandat. Le Parlement de la République du Bélarus a ratifié la disposition relative à un espace économique et douanier unique du Bélarus, du Kazakhstan et de la Russie. C'est ce que voulait faire aussi pour l'Ukraine. Et voilà, ça va pas bien tourner pour M. Poutine parce que c'est ce qu'il voulait faire aussi avec l'Ukraine. Voilà. Mais l'Ukraine n'a pas voulu, du moins c'est surtout les jeunes qui ont refusé que l'Ukraine reste avec la Russie. Parce qu'ils étaient coincés, puis c'était fini. S'ils intégraient ce espace économique et douanier unique, eh bien, ils étaient finis, c'était foutu pour l'Europe, et c'est pour ça que ça a démarré. C'est par rapport à ça parce que l'Europe souhaitait que l'Ukraine rentre dans la communauté européenne, et M. Poutine, lui, puis il y a eu d'autres problèmes aussi, parce que les Américains voulaient mettre des bases aussi. Donc voilà, il faut savoir qu'en Crimée, ils avaient un contrat. Alors je ne sais plus si c'est un contrat ou... Voilà, il y avait des dispositions qui arrivaient à terme en 2020, je crois, ou 2019. Je ne sais plus exactement, il faudra chercher les dates. Et ils savaient que, voilà, que l'Ukraine allait signer avec les Américains. Donc M. Poutine, il s'est dit, moi je prends toute force, et puis on n'en parle plus. Donc en fait, il faut savoir que ce qui s'est passé dans le Donbass, ce n'était pas du tout prévu par M. Poutine. Ce qui était prévu, c'est de reprendre la Crimée, parce qu'il y a des bases sous-marins en Crimée, les anciennes de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est ça qu'il voulait récupérer. Mais étant donné que l'Europe a mal réagi, et que Mme Merkel et M. Hollande à l'époque ont très mal réagi, et bien c'est pour cette raison que M. Poutine a été dans l'obligation de continuer, de rentrer plus dans les terres, d'aller dans le Donbass, etc. Donc c'est pour cette raison, mais au départ ce qui l'intéressait c'est pas le Donbass, parce qu'aujourd'hui c'est une mafia voilà, bon je ne rentrerai pas dans les détails, mais le Donbass est tenu par la mafia, une mafia, voilà, avec des clans. Mais ce qui était le plus important, c'était de récupérer ces bases sous-marines, du moins ces bases pour ces bateaux et surtout pour ces sous-marins. Et c'est ça qu'ils voulaient récupérer. Le reste n'intéressait très peu. D'ailleurs, c'est pour ça que le Donbass ne sera jamais reconstruit tant que cette situation
dure. Le Donbass ne sera jamais reconstruit, puisqu'ils s'en foutent royalement. Ce qui l'intéressait, c'était la Crimée. Donc, je vais vous dire un peu par rapport à Minsk, hein, justement par rapport à ce qui a changé, parce que, comme je vous disais, avec la Russie, c'est très compliqué d'y aller. Il faut avoir certains documents, il faut avoir une invitation, il faut avoir une assurance, il faut avoir un visa, c'est compliqué. Je ne sais pas si aujourd'hui il a un peu amélioré, mais à une époque, c'était une catastrophe pour y aller. Alors, selon la loi, il est pour Minsk, hein, je dis bien pour Minsk, pour la Biélorussie. Selon la loi, il est nécessaire de disposer de 23 euros. Alors j'ai dit une bêtise sur la communauté, c'est 23 euros par jour. On est bien d'accord au départ de votre arrivée. Hein, donc en poche, 23 euros par jour, soit c'est en poche, ou soit c'est sur carte. Mais actuellement, à ce jour, il n'y a pas un seul Européen dont la police ou voilà, a demandé, du moins, a demandé à un étranger s'il avait cette somme sur lui ou sur sa carte bancaire. Non, ça n'a jamais été demandé. Jusqu'à présent, ça n'a jamais. Voilà, aucun policier viendra vous contrôler pour savoir si vous avez cette somme pour dépenser chaque jour en Biélorussie. En fait, apparemment, ça serait surtout par rapport. Cette loi a été mise en vigueur surtout par rapport aux étrangers, à certaines communautés qui pourraient venir en Biélorussie et venir de façon totalement illégale et qui ne voudraient plus partir de la Biélorussie. Et c'est pour ça que cette loi existe, mais pas pour les Européens. Voilà, personne ne viendra vous contrôler si vous avez cette somme ou non. Donc il y a une assurance, on est bien d'accord, qui est obligatoire. Elle doit fonctionner sur le territoire biélorusse. Et il faut pour couvrir un montant de plus de 10 000 $. Alors non, vous stressez pas, ne stressez pas, paniquez pas. Le moyen le plus sûr et le plus sûr, et excusez-moi, le plus simple et le plus sûr, est de souscrire une assurance à votre arrivée. Oui, quand vous arrivez avant de passer à la douane, vous allez pouvoir souscrire une assurance directement là-bas. Oui, puis attendez, parce que si vous êtes déjà allé sur les sites qui vous proposent justement ces assurances pour vous faire vos visas, si vous connaissez un peu les tarifs, je peux vous assurer que là, on en est très très loin. Écoutez-moi, hein, écoutez-moi bien. Cela coûte 1 € par jour. 1 € par jour si vous prenez votre assurance directement là-bas, à votre arrivée. Et cette assurance, voilà, elle est prise par toutes les agences gouvernementales biélorusses. On est bien d'accord. Donc à la frontière, lors de l'enregistrement, vous avez besoin de cette assurance et vous allez pouvoir on est bien d'accord qu'en Biélorussie, ça vous coûte 1 € par jour. Regardez les tarifs si vous la prenez directement en France et je peux vous assurer qu'on est loin de ces tarifs, de ces prix. Alors, souscrivez cette assurance à votre arrivée. Alors, il y a un pointeur sur l'assurance, puis les bagages, puis le contrôle des passeports, puis les douanes. Voilà, ça va se passer comme ça à votre arrivée en Biélorussie, à Minsk. Alors, on a fait un petit, parce que c'est le partenaire d'Irina qui a fait un petit mail. Alors, je vais vous le lire, mais bon, il a été traduit du russe au français, alors en même temps, je vais corriger un peu. Alors, les filles biélorusses sont aussi belles que les femmes ukrainiennes. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Pour moi, oui, c'est vrai. Mais seulement, il y en a moins. Par exemple, quand vous allez à Kreshchatik, sur 7 filles, sur un groupe de 7, vous en allez avoir des fois 7, de très belles. Des fois, oui, ça arrive. Ça arrive souvent même. Mais des fois, vous en avez 5, voire 6, sur 7. Hein, bon. Parce qu'à la limite, la 7e, c'est pas votre style. Mais voilà. Alors, et en Biélorussie, ça sera plutôt 3 sur 6, la moitié. Voilà, on est bien d'accord. Mais elles sont aussi jolies, mais il y en a moins. Donc, elles se concentrent sur la création de famille, sur le fait de jouer un rôle féminin dans la famille. En premier lieu, il y a toujours un mari et des enfants. Et, écoutez bien,
puis la réalisation de soi et de sa carrière. Et oui, messieurs, en Russie, en Biélorussie ou en Ukraine, elles veulent une carrière professionnelle. Mais voilà, elles ne donneront pas tout pour leur carrière professionnelle, c'est surtout la famille qui passe en premier. Mais elles souhaitent également faire une carrière professionnelle. Mais elles ne disent pas, monsieur Hong Kong, ça va le traumatiser. Donc voilà. Alors les caractéristiques principales des femmes russes est la patience et le manque d'agression. Elles ne sont pas du tout agressives. Cela est démontré par le fait que nous avons même le même président depuis 25 ans. Ah oui, 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 ça montre bien qu'elles sont patientes quand même. Hein. On est bien d'accord, puis pas d'agression. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu quand il y a eu comment... Il y a eu des troubles déjà avant Maïdan. C'était la révolution orange, si je me rappelle bien du nom. Et Minsk a essayé de faire la même chose, parce que ça faisait quand même... Voilà, hein, il faisait comme Poutine. Hein. Ce bon président biélorusse est là au pouvoir depuis X années. Il a son 4e mandat. Et donc voilà, ça fait 25 ans hein, qu'il y est quand même. Hein. Donc on est limite, on est pas limite, on est franchement dans une dictature. Et ils ont essayé d'un peu de renverser le pouvoir. Et comme voilà, malheureusement l'Europe n'était pas intéressée par la Biélorussie, ça s'est très 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 mal fini pour les gens qui étaient dans ces manifestations. Ça a été dramatique. Donc oui, l'Europe ne s'intéressait pas trop à la Biélorussie, d'ailleurs elle ne s'y intéresse toujours pas. Donc voilà, il y a moins de richesse. Hein. Puis, voilà. Donc l'Ukraine a été aidée, soutenue, et bon. On va pas faire de la politique, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, par conséquent, les femmes biélorusses sont de bonnes épouses. Ah oui, ça j'en suis convaincu. Oui, oui. Les filles biélorusses sont bien éduquées. Alors, elle nous fait un petit, voilà, elle nous fait un petit topo sur son agence. Dis-moi son agence, les dames qui sont inscrites avec elle, donc 80% de nos bases a une formation universitaire. Ça, j'en doute pas. C'est la même chose en Ukraine et puis en Russie aussi, parce qu'il faut savoir que il faut qu'elles réussissent quand même, qu'elles aillent à l'université, même si certaines dames qui ont des hauts diplômes se retrouvent, voilà, que ce soit en Ukraine, Biélorussie ou en Russie, des fois elles finissent esthéticiennes et puis qu'elles ont des diplômes bac plus 5 ou 6, hein, voire même des fois plus haut. Donc voilà, parce que voilà, ça paye pas dans leur domaine de professionnel, donc elles vont faire de l'esthétisme. Du moins, elles vont travailler dans l'esthétique. Elles vont travailler dans coiffeuse parce qu'elles peuvent travailler au black. Donc voilà. 50% parlent anglais. Alors, je dirais des notions en anglais. Un peu, parlent un petit peu. Et puis 12% apprennent le français. Elles apprennent. Voilà, donc elles vont dire quelques mots et puis vous êtes content. Mais bon, vous vous rendez compte quand même que en Russie, Biélorussie et en Ukraine, elles sont capables, des fois, comme ma femme, parle 3 langues. Donc, non, elle parle 4 langues. Donc, voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'elles apprennent très très vite. Hein, on est bien d'accord. Désormais, il est plus facile, alors là, écoutez bien, parce que ça c'est important aussi, désormais il est plus facile pour les filles d'une agence de voyage de recevoir des Schengen lituaniens ou polonais. Pourquoi? Parce que les Français exigent beaucoup de papiers différents. Si vous faites un visa Schengen en France, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, la Biélorussie, elle conseille de faire un Schengen lituanien ou polonais directement dans une agence de voyage. Les filles vont dans une agence de voyage et payent entre 100 et 130 euros un visa Schengen, polonais ou lituanien, réutilisable. On est bien d'accord, parce que vous savez tout comme moi, qu'un visa polonais ou lituanien, vous pouvez aller ensuite sans problème en France. Ça posera aucun souci et ça sera beaucoup moins, beaucoup moins, pas embêtant, mais beaucoup moins difficile. J'y suis arrivé, ça y est, c'est bon. Vous aurez beaucoup moins de difficultés pour avoir ce genre de visa qu'un visa français. Et ensuite, ces dames pourront aller dans n'importe quel pays, parce que Schengen, hein, vous savez comme moi, c'est l'Europe. Donc,
Alors, elle dit aussi qu'il est préférable de se marier en France. Oui, moi je vous le conseille en Ukraine de vous marier en Ukraine, mais là apparemment c'est préférable de se marier en France avec une dame biélorusse. La procédure pour confirmer un mariage biélorusse en France est plus difficile que de signer immédiatement en France. Donc voilà, une lettre en France. Donc je vous conseille, cette dame vous conseille le mariage directement en France. Nous ne, le site web, et puis le site web de l'ambassade de France contient la liste de documents très détaillés que vous aurez besoin pour vous marier avec une Biélorusse. Je vais vous montrer quand même quelques photos de la Biélorussie, parce que je pense que c'est important aussi de voir un peu en image. Donc parce que c'est quand même sympa, hein, c'est quand même joli, c'est quand même une belle ville, hein, Minsk. Voilà, vous voyez. Vous voyez, hein, la photocopieuse a été réparée, il n'y a plus de ligne blanche. Ah, quand même, un peu de professionnalisme, hein, messieurs. Vous voyez, c'est quand même sympa, hein, c'est une jolie ville. Une belle capitale encore que je vous propose là. Qu'est-ce que vous avez de la chance? On vous propose que des belles villes. Qu'est-ce que vous voulez de plus, messieurs? Des belles femmes, des belles villes. Et du professionnalisme. Hein. On n'oublie pas professionnalisme. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et voilà la dernière. Oui, je laisse tout tomber parce que c'est plus facile, parce que autrement ça va être un peu embêtant pour moi de récupérer les feuilles. Donc voilà. Donc on s'est bien compris, vous aviez souhaité que je vous fasse une vidéo sur Biélorussie, c'est fait, j'espère qu'elle va vous plaire. Je sais, il y a certaines questions que j'ai pas répondu sur Uber, et parce que là j'ai pas l'info, mais je pourrais vous la donner dans quelques jours sur... je vais essayer de la chercher, je pourrais vous la porter sur la communauté. Ah oui, il faut un petit peu quand même aller sur la communauté hein, pour avoir des compléments d'information. Hein. Je vous fais des vidéos, vous notez, vous prenez, voilà, vous prenez note de certaines choses que je vous dis, mais si vous voulez des compléments d'information, c'est Viber, messieurs. Bon, allez, n'oubliez pas. Alors, Ukraine, Biélorussie, Russie, vous avez des femmes charmantes, des dames jolies, intelligentes, avec un cursus scolaire quand même très important. Donc je pense que vous aurez tous les styles. Je vous ai déjà montré quel style il était préférable de rencontrer dans ces pays. Après c'est vous qui voyez messieurs. Mais de toute façon, il y a une dame charmante qui vous attend en Ukraine, Biélorussie ou en Russie, ça c'est clair. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.